Et c'est Sabine Lancelin qui va avoir la gentillesse de me rejoindre pour voilà, évoquer ce métier, évoquer Pierre Lhomme. Alors au cours de cet échange, on va également vous proposer, merci Sabine, vous proposer aussi quelques autres interventions de Pierre Lhomme qui ont été enregistrées sur différents aspects de sa carrière. Bon, il va être calé au fur et à mesure. Alors oui, je disais qu'effectivement, Pierre Lhomme, j'imagine, quand on est directrice de la photographie, quand on a choisi ce métier-là, c'est un nom qui représente quelque chose, c'est un grand monsieur dans ce domaine. Ben, en fait, pour les opérateurs de ma génération, il y a deux grands opérateurs. Enfin, il y en a même plusieurs. Il y a Nestor Almendros, il y a Raoul Coutard et il y a Pierre Lhomme. Raoul Coutard étant quand même l'opérateur de la Nouvelle Vague, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui est un peu plus âgé que Pierre Lhomme, qui avait 90 ans, 92 ans, et qui en fait c'est les premiers opérateurs qui ont sorti les caméras des studios, qui ont commencé à s'attacher au naturalisme, qui ont définitivement tourné en couleur, et ça a été un vrai passage de génération. Ce qui est intéressant avec la carrière de Pierre Lhomme, c'est qu'il a croisé de grands metteurs en scène. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans tous les petits entretiens qu'il nous livre, c'est que quand même il parle rarement de technique, mais il parle essentiellement du caractère et du génie des metteurs en scène avec qui il a travaillé. Et je pense qu'en ça aussi, cette nouvelle génération d'opérateurs issus de la nouvelle vague, elle est aussi dans une relation qui est différente aux metteurs en scène. Elle est dans une relation de création artistique et de relation plus proche. Et vous êtes d'ailleurs enseignante également, en plus d'être directrice de la photographie, et vous m'expliquez en préparant cet entretien que dans le cadre de la FEMIS, me semble-t-il, les étudiants de 3e année allaient à la rencontre de grands techniciens, et que l'un des premiers, si ce n'est le premier, ça avait été Pierre Lhomme. Ça a été le premier. Donc ça reste une référence. Ça reste une référence, oui, et ça reste une référence aussi parce qu'il a quand même collaboré avec tous les grands metteurs en scène français. Alors peut-être un point pour être, j'allais dire, très pédagogique de notre démarche, peut-être déjà préciser ce qu'on entend par directeur de la photographie. Parce que souvent, directeur de la photographie, quand on entend le mot photographie, on s'imagine que c'est un photographe de plateau, c'est quelqu'un qui prend des images du tournage, c'est évidemment absolument pas ça. Comment peut-on définir le métier de directeur ou de directrice de la photographie? Alors moi je dirais que le directeur de la photographie, c'est la personne la plus proche du metteur en scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la personne qui a la responsabilité de l'esthétique et de l'image du film. Donc bon, le cinéma c'est de l'image et du son. Effectivement la mise en image est quand même quelque chose d'extrêmement important dans la fabrication d'un film, et je pense que le directeur de la photographie est la personne la plus proche du metteur en scène, parce qu'à un moment donné on est ses yeux. On est capable la fabrication d'un film, ça commence souvent avec un scénario, donc avec des choses écrites, un peu plus tard avec des références visuelles qui sont soit des références à la peinture, à la photographie ou même à d'autres films. Mais à un moment donné, le directeur de la photographie, il doit être capable de créer l'univers visuel du metteur en scène. Et à quel stade commence précisément la collaboration? Alors peut-être qu'il n'y a pas évidemment une règle sur tous les tournages avec tous les cinéastes, mais est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu dépeindre la manière dont Pierre Lhomme ou vous-même arrivez, si j'ose dire, à un moment donné du projet? Est-ce que c'est à un moment déjà avancé par rapport au scénario? Est-ce que ça peut être même en amont? À quel moment intervient le début de cette collaboration? Alors, juste avant de répondre à votre question, pour être complète sur qu'est-ce que c'est qu'un directeur de la photographie, je voudrais dire aussi que, bon, il y a cet aspect-là, et puis on est aussi
un chef d'équipe, parce que le cinéma, c'est quelque chose qui se fait en équipe. On est très dépendants des uns des autres. Et donc, dans l'équipe de la caméra, il y a donc le chef opérateur ou le directeur de la photographie. Ensuite, il y a un caméraman. Il a évoqué ça, Pierre Lhomme, je pense, dans le petit entretien d'hier soir. C'est-à-dire, c'est pas tout le temps la même personne qui filme et qui fait la lumière. Ça l'est souvent, mais ça ne l'est pas tout le temps. Et puis ensuite, il y a une personne qui fait le point, une personne qui s'occupe du matériel, et puis aussi on est entouré de machinistes et d'électriciens pour ce qui concerne les rails de travelling, les projecteurs et toutes ces choses-là. Donc c'est aussi une grosse équipe. Alors maintenant, à quel moment on arrive sur les projets en fait, on est choisi. On est choisi par les films qu'on a fait avant, où les metteurs en scène ont été sensibles à une certaine photographie qu'ils ont vue dans d'autres films. On est choisi pour ça. Souvent, on arrive très en amont du film. En général, on arrive en même temps que le décorateur. Dans l'ordre, il y a un producteur, un metteur en scène. Et ensuite, les premiers techniciens qui interviennent, c'est souvent l'opérateur et le décorateur. Et là, il y a une collaboration, et c'est ça qui est très beau dans ce métier, et il le dit souvent, c'est-à-dire que en fait, c'est un métier de rencontre, hein, et c'est un métier où on doit tous être bons ensemble. Et c'est très frappant à quel point, à chaque fois, il parle des relations humaines, hein, et même avec Adjani, il y a une chose qui est clairement évidente pour nous, c'est que, surtout quand on cadre, surtout quand on tient la caméra, on a une relation très particulière avec les acteurs. On a une relation très particulière parce qu'on est les premiers à les regarder vraiment d'un point de vue photographique, photogénique, et ensuite on est les premiers à les voir, et souvent, moi j'ai remarqué ça, c'est-à-dire qu'à la fin d'une prise, l'acteur regarde celui qui le filme et pas le metteur en scène. Et il y a quelque chose qui se dit dans le regard qui appartient à cette relation très intime entre l'opérateur et l'acteur. Et je pense que, enfin, c'est étonnant à quel point il a magnifiquement filmé Adjani. Et ce que je trouve très intéressant dans le travail de Pierre Lhomme, c'est-à-dire il a un vrai soin à éclairer les visages. On sent que à la fois la façon dont il les filme, c'est-à-dire dans ses valeurs de plan, dans ses grosseurs de plan, et à la fois comment il les éclaire, c'est magnifique, quoi. Il fait allusion à plusieurs reprises au fait que certains des cinéastes avec lesquels il a travaillé, ce sont des cinéastes qu'il a suivis sur plusieurs projets. Est-ce que ça également c'est important pour un directeur de la photographie? Alors il est choisi, vous l'expliquez, d'avoir ensuite de construire une forme de fidélité avec un cinéaste, avec son univers, parce que j'imagine que c'est parfois difficile d'entrer dans l'univers du cinéaste pour un directeur de la photographie. Il peut peut-être y avoir des tensions, ou une difficulté en tout cas à partager le même univers esthétique, la même conception finalement du film. Il y a d'une certaine façon une sorte d'histoire qui se construit de film en film, notamment chez Pierre Lhomme ou pour vous avec des cinéastes. Moi je dirais que, en fait, dans le cinéma il y a des familles. Et ce qui est très agréable, c'est que c'est des familles qui sont choisies, on se choisit. Et une fois qu'on a travaillé ensemble, c'est plus facile de refaire un deuxième film parce que en fait on se connaît et donc on gagne beaucoup de temps à ne pas être dans une... Pierre Lhomme disait ce matin qu'il avait une relation de vieux coq à jeune coq avec Melville. C'est dommage que Melville n'ait pas fait d'autres films, et c'est dommage que Pierre Lhomme n'en ait pas fait d'autres avec lui, parce que je pense qu'ils auraient sans doute dépassé cette relation après ce premier film, parce que je pense qu'à chaque fois qu'on travaille pour la première fois avec un metteur en scène, on se cherche et on se teste, et c'est souvent le metteur en scène qui teste l'opérateur, en lui demandant des choses impossibles pour savoir si il va dire oui à chaque fois. Et le jeu, c'est quand même de dire oui, et c'est aussi comme ça que les opérateurs se dépassent.
Et une fois qu'on a fait ça, bon, on n'a plus besoin de cette relation de force, on est juste dans le travail, et je pense qu'on travaille mieux. Et en quoi cette notion de dépassement est une notion essentielle? C'est-à-dire, à un moment, Pierre Lhomme explique qu'avec Melville, il a été obligé de revoir la façon dont il concevait presque son travail. Il pensait avoir fait le tour de beaucoup de choses, et puis tout à coup, il s'est trouvé face à un nouveau problème qui a suggéré de nouvelles solutions pour lui, une certaine mise en danger. Concrètement, je dirais, ça se traduit par quoi? Par une manière différente d'envisager la façon dont on éclaire les visages? En quoi consiste ce dépassement et cette étape? Moi, je pense que, enfin, par expérience, je peux dire que à chaque fois que j'ai travaillé sur des projets difficiles ou avec des metteurs en scène difficiles, j'ai appris des choses. Et que à chaque fois que j'étais dans la reproduction de ce que je savais faire, souvent on n'apprend rien. Et je pense que Melville était quelqu'un de... Enfin, c'était quelqu'un qui était dans la maîtrise de tout, dans son cinéma. Enfin, on pourrait aussi parler du son, du montage, du décor. C'est étonnant à quel point son travail est totalement maîtrisé. Et donc je pense que ce travail de maîtrise, il l'impose à tous ces techniciens. Et du coup, cette rigueur, elle nous force à aller vers des choses dans lesquelles on n'a pas forcément été. Ou souvent on se dit, bon, ça va, c'est à peu près fait, allons-y. Mais voilà, lui, il est dans cette maîtrise-là. Et je pense que les bons opérateurs... les grands opérateurs sont des gens qui ont appris avec des grands metteurs en scène. Souvent, quand on regarde un film et qu'on se dit qu'il est beau, et bon, c'est que souvent le film n'est pas intéressant et qu'on n'en gardera rien. Et je pense que les metteurs en scène forgent les opérateurs. Les autres techniciens aussi, bien sûr, les acteurs aussi. Mais voilà. Alors je vous propose de voir un premier extrait. Alors il y a un petit peu de délai du point de vue technique, mais enfin j'espère que ça va pouvoir se mettre en place. Dominique, on va pouvoir voir là un premier extrait où il parle précisément de sa conception du travail avec les réalisateurs. Vous voulez me faire parler de mon métier? Tout à fait. La première réflexion qui veut, c'est la première fois qu'on me filme avec un appareil photo. C'est-à-dire qu'il y a un demi-siècle, au moins un demi-siècle nous sépare. Moi j'ai fait beaucoup de photos, je continue à en faire beaucoup, mais le cinéma ça se faisait de mon temps avec une caméra. Donc c'est une grande surprise ça. Ah. Le coup de l'appareil photo mixte en fait. Hein. Alors, comment enchaîner maintenant? Si on n'enchaîne pas sur un film, on peut enchaîner effectivement sur qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'on m'a posé la question 250 fois, je ne réponds jamais la même chose, parce qu'à chaque fois je me repose la question à moi-même. Pourquoi j'ai fait un parcours d'opérateur? Pourquoi je me suis passionné pour l'image alors que quand j'étais adolescent je voulais être musicien? J'ai une réponse que j'ai faite souvent. Par chance, je n'ai pas fait une carrière de musicien parce que je ne suis pas doué. Et il se trouve que j'ai toujours été attiré par l'image et que effectivement les premières expériences que j'ai eues pendant ma scolarité m'ont convaincu que j'étais en train de mettre le doigt sur quelque chose qui me passionnerait et m'amènerait beaucoup d'énergie. Voilà. Donc j'ai fait ce métier pendant une cinquantaine d'années avec un plaisir renouvelé parce que les conditions de travail ne sont jamais les mêmes, parce que les personnages avec lesquels on collabore ne sont jamais les mêmes, parce que les acteurs sont un monde complètement fascinant et qui me fascine encore aujourd'hui. Donc en fait j'ai fait un métier qui m'a amené beaucoup de bonheur. Les désagréments ou les difficultés font partie de la vie et de tous les métiers.
si on veut faire abstraction ou si on veut éviter les inconvénients d'un métier, on ne le fait pas. On fait un métier sans inconvénients. Il y en a. Ouais. Je ne veux pas les citer, ça serait méchant pour certains. Alors, si vous voulez, ce qui est le plus impressionnant pour un opérateur, c'est qu'il change en permanence de collaboration. Parce qu'il est un peu tributaire de la nature et d'un projet, et surtout de la compétence ou du caractère d'un metteur en scène auquel il va donner finalement son savoir-faire. Donc l'opérateur, pour moi, je veux dire, c'est un terme que j'ai oublié assez vite. J'ai toujours pensé que j'étais cinéaste. C'est-à-dire que je faisais partie de cette famille qui fabrique un film et dans laquelle j'aimais pas être catalogué. Et c'est sans doute pour ça que j'ai fait de très belles rencontres pendant toute ma carrière et encore aujourd'hui, parce que je n'étais pas focalisé sur un métier précis, j'étais fasciné et focalisé sur un monde. Je crois que ça m'a réussi, quoi, voilà. En fait, finalement, je vous ai dit que les circonstances et mon tempérament m'ont fait trouver un métier et choisir un métier passionnant, qui m'a passionné pendant plus de 50 ans, et je considère que c'est une grande chance. Voilà. La grande chance aussi, mais je l'ai sans doute provoquée, mais inconsciemment quand je travaillais, étant donné que, je veux dire, je ne pouvais, en tant que cinéaste passionné, je ne pouvais pas travailler avec des gens qui ne l'étaient pas. Les rencontres se concrétisent parce que vous rencontrez quelqu'un qui partage, ou avec lequel vous partagez, une vraie passion. Et cette vraie passion, c'est la passion cinématographique, si je puis dire. Et effectivement, je me suis aperçu après coup, hein, parce que tout ça n'est pas délibéré. Une carrière, c'est pas délibéré, c'est fait de tout un tas d'événements, d'accidents, et évidemment de certaines volontés, mais c'est fait plus de refus que de... C'est le fait de refuser un certain nombre de choses qui fait que vous bâtissez votre parcours, vous faites votre parcours en rejetant autant qu'en prenant. Et ça, on ne vous l'enseigne pas, c'est quelque chose qui fait partie de ce que vous découvrez, qui est votre tempérament. Bon, si on voulait ramener les choses à 2-3 phrases, je dirais que j'ai travaillé avec des metteurs en scène et des auteurs et des acteurs pour qui le cinéma était essentiel. Les plus grands étant, on peut dire, étaient vitales. J'ai malheureusement travaillé et côtoyé des gens absolument merveilleux, mais qui, le métier a commencé à leur échapper, se sont tout simplement suicidés. C'est-à-dire, c'était des gens pour qui le métier qu'ils faisaient, le cinéma, était vital. Voilà. En particulier, Jean Eustache, qui est quelqu'un avec lequel j'ai fait des choses qui étaient... Mais c'est pas vrai que pour Eustache, mais je veux dire, si je regarde rétrospectivement, je m'aperçois qu'un grand nombre de films sont des étapes. Et dans le programme que vous présentez, de 4 films auxquels j'ai participé, effectivement, en présentant chaque film, je peux dire que je présente une étape. Effectivement, cette connivence, cette manière de sentir et de vivre les choses. Alors là, il évoque un cinéaste comme Jean Eustache, avec lequel il a travaillé, qui était un cinéaste qui n'avait pas de grand budget pour réaliser ses films. Ce matin, on a vu L'Armée des Ombres, où là, c'était un bien plus important budget. Est-ce que ça, d'une certaine façon, c'est très marginal dans la manière dont le directeur de la photographie aborde le film, la question du budget, des moyens? Est-ce que ce qui compte surtout, c'est encore une fois l'énergie que diffuse
le cinéaste, l'équipe, comment cela se met-il en place? Moi, je crois pas à l'histoire des moyens. Moi, je crois au génie. Et c'est ce qu'il dit aussi, quoi. C'est-à-dire que, voilà, et pour avoir eu la chance d'avoir rencontré quelques grands metteurs en scène, effectivement, ces grands metteurs en scène, pour eux, le cinéma et le film, c'est une question du humain. C'est ça qui fait la différence entre ceux-là et les autres. Et donc la question du budget, bon, certes, elle est importante. Et Pierre Lhomme est quand même issu d'une génération où le cinéma était plus riche. Par exemple, ce qu'on a vu ce matin dans L'Armée des Ombres, le film est aussi particulièrement maîtrisé parce qu'il est presque exclusivement tourné en studio. Et les moyens du studio sont des moyens formidables pour l'opérateur parce qu'on peut tout contrôler. Maintenant, la question des moyens, moi je pense que quand on a une bonne idée, qu'elle vale 100 balles ou 1 balle, l'important c'est que ce soit une bonne idée. Et par rapport à la question de la liberté que peut avoir l'opérateur, le directeur de la photographie par rapport effectivement à l'univers du cinéaste, on verra tout à l'heure dans le Joli Mai que là la caméra va sortir du studio, précisément elle va aller dans la rue. Est-ce que là aussi c'est une dimension importante, ce contrat de confiance où on sait en tant que directeur de la photographie qu'on peut proposer des choses, qu'on peut d'une certaine façon peut-être conduire le cinéaste sur une piste qui n'était pas envisagée initialement, ou même l'acteur par rapport à la manière dont il va incarner son rôle dans telle ou telle scène. Ça aussi c'est un point intéressant qui renouvelle le métier, qui donne le sentiment à chaque fois de quelque chose de nouveau. Alors ça, je dirais que ça dépend vraiment des metteurs en scène avec qui on travaille. Je pense que pour des metteurs en scène comme Melville ou Manuel de Oliveira avec qui j'ai travaillé, c'est des metteurs en scène qui sont dans la maîtrise totale des choses. Donc le point de vue de l'opérateur ne les intéresse pas du tout. Et je dirais, contrairement à beaucoup de mes collègues, qu'il n'y a aucun espace de liberté avec ces metteurs en scène-là. Il faut avoir l'humilité de le dire, et que je pense qu'on est choisi justement parce qu'on est capable de faire sans rechigner. Est-ce que c'est très frustrant? Non, moi je suis pas du tout dans la frustration de ça parce que moi j'ai appris des choses extraordinaires à la fois en lumière et sur les questions de cadre avec Olivier. On apprend des choses à travailler avec ces gens-là, on apprend cette rigueur après qu'on est capable de refaire travailler sur d'autres films avec d'autres metteurs en scène. Bon, mais tous les metteurs en scène ne sont pas comme ça. Il y a des metteurs en scène qui ont besoin. Alors, ils parlent aussi quelque chose qui, moi, m'amuse toujours. C'est-à-dire, quand il dit qu'il a rarement connu quelqu'un d'aussi angoissé que Claude Miller, en fait, souvent aussi, on est là pour assurer le metteur en scène. Je pense qu'on fait de l'aide psychologique. En fait, on n'est pas du tout des techniciens. Et voilà, alors les metteurs en scène attendent ça de nous aussi, c'est-à-dire ils arrivent le matin, ils savent qu'il faut qu'ils terminent cette journée, que ça va être difficile. Bon. Ils ont besoin du regard de l'opérateur qui les prend par l'épaule, qui leur dit t'inquiète pas, ça va aller, on va faire les choses. Et voilà, il y a cet aspect-là. Et puis il y a quelques metteurs en scène pour lesquels finalement ils attendent de vous la création entière d'une esthétique du film. Parce qu'ils sont préoccupés par le scénario et les acteurs, hein, et que souvent ça les intéresse pas tant que ça, la photographie. Et je dois dire aussi que la photographie, c'est quelque chose d'abstrait, quoi. C'est-à-dire, je dirais qu'à part les photographes, il n'y a pas grand monde qui comprend ce que c'est que la photographie, ce que c'est que la photogénie, ce que c'est que d'éclairer un visage. Il faut l'avoir fait. Voilà. Donc c'est à chaque fois différent. Alors précisément, on va essayer de rentrer quand même un petit peu dans la technique, sans être nous-mêmes trop technique. C'est toujours évidemment une gageure, mais
Pierre Lhomme est quelqu'un qui a commencé son activité à un moment où le matériel technique n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer les grands changements, les grands domaines qui ont évolué dans le travail des directeurs de la photographie? Et après, dans quelques instants, on verra une deuxième petite vidéo là, où Pierre Lhomme évoque cette question. Déjà, ce qui a changé, c'est que on a fait, comme beaucoup de professions, notre révolution numérique. Donc le cinéma, qui était un cinéma argentique, photochimique, de la pellicule, c'est devenu des fichiers informatiques. C'est nettement moins rigolo. Pierre Lhomme, en fait, il est vraiment issu de cette génération où les choses ont commencé à changer. Déjà, quand il a commencé sa carrière, les pellicules devenaient plus sensibles. Donc on était capable de travailler avec moins de lumière. Et les objectifs des caméras étaient des objectifs dont l'ouverture du diaphragme, pour ceux qui ont fait un peu de photographie, était plus ouverte. Et donc c'était plus facile de filmer. Avant, on était très, très contraint par la sensibilité de la pellicule et le diaphragme, et donc du coup, par exemple, c'était impossible de tourner de nuit si on ne tournait pas en studio, quoi. Donc avec Pierre Lhomme, il est arrivé au moment où les choses commençaient à changer. Les projecteurs ont commencé à changer aussi, parce que pendant longtemps, il n'y a pas eu de projecteurs qui étaient capables d'imiter la lumière du jour. Il n'y avait que des projecteurs qui étaient capables d'imiter la lumière artificielle. C'est des projecteurs qu'on appelle les HMI. C'est l'arrivée des HMI, c'est les années 70-75, donc c'est quand même assez récent, hein. Et là, on a pu commencer à sortir et faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On a eu aussi tout un tas de techniques pour mettre des caméras sur des grues, avec des télécommandes, sur des Steadicam. Mais voilà, sa génération, ça a déjà beaucoup changé. Et puis il y a nous, une dizaine d'années, voilà, on est passé au numérique. Les opérateurs qui ont commencé avec l'argentique, ils sont pas très contents du numérique. Alors je ne sais pas si vous lui avez posé la question de savoir s'il a fait des films en numérique. Je ne crois pas, mais par contre le début de son intervention qui va venir montre un petit peu l'évolution et la surprise pour lui de cette évolution et de ce que ça change la manière d'aborder le cinéma. Oui. Alors par contre, la question du numérique, moi j'ai toujours pensé que la caméra et le support, c'était un support, quoi. C'est un outil, hein. Un marteau, c'est un marteau. On plante plus ou moins bien le clou, mais c'est jamais le marteau qui fait le clou, hein. C'est celui qui le tient. Et pour avoir eu l'expérience de ça avec Olivera, qui a quand même commencé à faire des films avec des caméras en bois, en noir et blanc, en 1933, et lui, il est passé au numérique sans aucun problème, et il s'en foutait complètement, parce que pour lui, le support, c'est le support, quoi. L'important, c'est sa mise en scène. Donc voilà. Par contre, il y a dans notre révolution numérique, il y a une partie du travail qui s'est beaucoup améliorée et qui est devenue très intéressante pour nous, c'est l'étalonnage. Et ça recoupe aussi les questions de la conservation des films et de la restauration, c'est-à-dire que l'étalonnage, c'est le travail qu'on fait une fois que le montage est terminé. On harmonise les plans, c'est-à-dire par exemple, quand vous tournez une scène, on la commence le matin, il fait beau, on la termine le soir, il pleut, et on est obligé de tourner. Donc il y a des plans ensoleillés, des plans gris, la lumière change. Donc forcément, le rendu photochimique, enfin le rendu de la photo, il change aussi. Donc l'étalonnage, ça consiste à harmoniser tout ça sur les couleurs, sur les densités, sur les choses de contraste. Et quand on travaillait avec de la pellicule et avec la photochimie, l'étalonnage, c'était extrêmement limité. C'est-à-dire, en gros, on pouvait jouer sur les couleurs, mais pas tant que ça. On pouvait jouer un petit peu sur la densité, mais par exemple, on ne pouvait absolument pas changer les choses sur le contraste. Et quand on jouait sur la couleur, on jouait sur globalement toute la couleur de l'image. Maintenant, on a des
appareils absolument incroyables, des machines étonnantes, des machines d'étalonnage, qui sont capables de faire tout un tas de trucs qu'on n'arrivait pas à faire avant. Alors à l'époque où le Jolimet s'est matérialisé comme projet, on était à une mutation technique qui était très intéressante, c'est-à-dire que les caméras commençaient à s'affranchir de la lourdeur, comme le son s'était affranchi quelques années auparavant avec la création des magnétoscopes portables. Enfin, on avait une caméra qui était un prototype de chez Éclair, de Coutan, et on a deux personnes ont profité de ce prototype, Chris Marker et moi, et auparavant Jean Rouche, et un collègue canadien de grande qualité qui s'appelle Michel Brault. On a été les deux couples qui ont vulgarisé ce type de tournage, qui était lié à l'existence de caméras légères. Parce que je veux dire, la première chose dont je me suis rendu compte quand on a commencé le Jolimet, c'est que tout ce que je savais sur le cinéma et sur l'image était remis en question. Parce que la première personne qu'on a rencontrée en sortant de l'atelier où on stockait notre matériel, c'était un tailleur. Et donc au début du film, vous allez voir un plan interminable avec un tailleur, une interview. Et je me suis rendu compte d'un seul coup que les plans avaient une durée indéterminée, mais les magasins s'enchaînaient. Or, habituellement, quand on fait du cinéma en caméra portée, c'est des plans courts, c'est du reportage. Et là, c'était du reportage de longue durée. Et donc, j'ai pris conscience, pendant ce début de tournage, que l'essentiel, c'était le son. Et que donc, le problème pour la caméra, c'était de choper le son, si je puis dire. Et ça change, ça m'a donné, quelque part, ça m'a donné des ailes. D'abord parce que l'ingénieur du son était un ami et un type absolument épatant, Bonfanti, qui n'est plus là maintenant, et qu'on s'est entendu comme larron en foire. C'est-à-dire, il suivait mon regard très, très, très scrupuleusement, et quand il avait l'impression que je passais à côté de l'essentiel, il emmenait son micro, il me faisait... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dès le premier tournage, j'ai dit que je ne pouvais pas travailler sans écouteurs, ce qui ne se faisait absolument pas. Donc l'opérateur avec écouteurs, ça n'existait pas. Et donc, parce que je me rendais compte que c'était les mots, c'était ce que les gens disaient qui devenait vraiment la chose essentielle. Et donc, quand au cours d'un tournage, quelque chose d'essentiel m'échappait, il emmenait son micro à l'essentiel, et donc j'entendais ce qu'il enregistrait, et je voyais ce qu'il enregistrait n'était pas ce que je filmais. Et donc j'allais chercher ce qu'il filmait. Et ça nous réjouissait, parce que ça voulait dire que c'était un niveau de collaboration tout à fait inhabituel. Et Chris Marker se régalait, parce qu'il avait deux techniciens avec lui. Moi j'étais tout œil, l'autre était tout oui. Et ce qu'il fallait qu'on acquiert, c'est que l'opérateur soit tout oui et que l'ingénieur du son soit tout œil. Donc ça faisait une découverte très très intéressante. Voilà, ça c'est le Jolimet. Pour dire qu'il y a eu 50 heures de rush, 50 heures de documents, dont il y a eu un montage très laborieux, très lent, très long, plusieurs versions, 17 heures, 10 heures, 4 heures, et que tous les documents qui étaient filmés et agrandis et montés étaient stockés dans un laboratoire, comme c'est la tradition. Mais qu'à partir d'un certain moment, le laboratoire a demandé des sous pour conserver ce matériel. La production n'avait pas les moyens, tout ce matériel a été détruit. Et donc c'est aussi un signe des temps. Je veux dire, il avait... Ouais. Sur la question de l'archivage, quoi, aussi. Sur la question de l'archivage, là, la production était nulle, mais les gens, on ne pensait pas à ça. On ne pensait pas à ça. Maintenant, on y pense. Je veux dire, moi, si vous voulez, mon rattachement au cinéma à l'heure actuelle, c'est de superviser des restaurations
de films anciens. C'est un travail qui se fait en numérique, mais dont on conserve une version sur pellicule, parce que la pellicule est censée vivre un siècle à peu près, alors que le numérique, on ne sait pas. On dit que le numérique, c'est écrit sur du sable. On verra, les jeunes verront, nous, on ne saura pas. Non. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il périra plus vite et plus rapidement que l'argentique, que la pellicule. Alors, on va voir d'ailleurs dans quelques instants un autre extrait. Alors là, ça ne sera pas une intervention de Pierre Lhomme, ça sera un commentaire de Pierre Lhomme sur des images du tournage du Jolivet. Donc on verra un petit peu les appareils utilisés à l'époque. On les revient aussi sur la question de la collaboration avec les auteurs, avec les cinéastes. Est-ce que, néanmoins, vous avez commencé un petit peu à évoquer ce point-là avec la numérisation, est-ce que vous avez le sentiment que les outils sont, par leur modernisme, devenus un atout vraiment pour l'imaginaire, pour la création, ou est-ce qu'au contraire, parfois, c'est devenu peut-être un frein tellement, j'allais dire, les outils renvoient une image extraordinaire et peut-être font un peu disparaître d'autres aspects que Pierre Lhomme, lui, a connus quand les mécanismes n'étaient peut-être pas aussi performants? C'est une question complexe. Bon, déjà, je pense que Pierre Lhomme, il va être très étonné si jamais vous revenez le filmer avec un téléphone. Ça sera une caméra, plus un appareil photo, mais un téléphone. Bon, moi je dis... Bon, je continue de penser qu'un outil, c'est un outil et que c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est comment le metteur en scène regarde, c'est comment l'opérateur éclaire. Ça, c'est vraiment... Et il n'y a rien de magique là-dedans. Tout d'un coup, on a trouvé que ces caméras numériques, elles étaient intéressantes parce qu'on était capable de tourner la nuit sans lumière et de se servir de la lumière existante pour faire les choses. Mais bon, voilà, ça produit des films très, très modernes qui représentent le monde. Mais moi, je pense qu'on va au cinéma pour voir autre chose. Et que ça produit quelque chose de très néfaste, je vois, parce que je suis plutôt très investie dans le travail des écoles, parce que c'est important pour moi de transmettre justement ces trucs-là. Ça produit par exemple une chose chez les metteurs en scène et de cette jeune génération, c'est qu'ils sont très impatients de voir une image tout de suite, comme une image Polaroid, comme un instantané. Et du coup, souvent ça manque de réflexion, et qu'il y a aussi avec ça une obsession du réalisme que je trouve pas toujours très intéressante. Donc en ça, je suis pas sûre que cet outil soit si intéressant que ça. Et une question complémentaire, alors peut-être un petit peu naïve, mais est-ce la même chose d'envisager ce travail de directeur de la photographie avec de la couleur ou avec du noir et blanc? Est-ce qu'il y a vraiment là, du point de vue créatif, avec les outils anciens et les outils modernes, quelque chose qui a évolué et qui est intéressant? Ça a évolué et ça continue d'évoluer parce que je ne sais pas si ça vous a frappé ce matin dans l'Armée des Ombres, mais il y a quand même quelques plans. Voilà, c'est vrai qu'ils les ont choisis, mais par exemple le paysage urbain des années, je sais plus en quelle année ça a été tourné, l'Armée des Ombres, mais ça doit être 75. 66 peut-être. Enfin, oui. Enfin, ça a énormément changé. C'est-à-dire que maintenant on est envahi par la couleur à cause de la publicité, à cause des lumières, voilà. Donc je pense que ça a beaucoup changé. Et la question du noir et blanc, bon, tous les photographes vous diront que ce qu'ils préfèrent faire, c'est du noir et blanc, parce que sur la question du contraste, et je pense que la photographie, c'est une affaire de contraste, le noir et blanc, il n'y a rien de mieux que ça. Et que, par exemple, Garrel, il dit des choses très intéressantes sur le noir et blanc. Je ne sais pas si vous connaissez un peu son cinéma, Philippe Garrel. Bon, en fait, il dit une chose, c'est que d'abord, il est dans une économie un peu pauvre, et donc il dit que ça coûte moins cher de tourner en couleur qu'en noir et blanc. Il dit, bon, c'est pas parce que la caméra est moins chère ou je sais pas quoi, le labo,
c'est que, bon, voilà, c'est que du coup, il a moins à intervenir sur le décor. Parce que s'il devait tourner en couleur, il serait obligé de repeindre l'affiche du McDonald's en noir et pas en vert, ni en jaune. Enfin voilà, ce genre de choses. Et puis aussi, il dit une chose très intéressante, il dit que ça force à se concentrer sur les choses qu'on a vraiment envie de voir. Voilà, je pense que c'est avant tout des questions, c'est toujours des questions esthétiques et c'est toujours une réflexion qu'on mène. Alors, on va revenir sur la question de la liberté du travail du directeur de la photographie dans le cadre donc, du Joli Mai. Alors, le Joli Mai, c'est un film singulier dans la carrière de Pierre Lhomme, puisque ce film, c'est un projet qu'il a conduit avec Chris Marker. Il me semble que Chris Marker, d'ailleurs, au départ, était l'unique réalisateur du film, et puis progressivement, s'est fait l'évidence que Pierre Lhomme était le co-réalisateur réel de ce film. Et ce film conduit Pierre Lhomme à aller effectivement dans la rue, filmé, j'allais dire, au plus près finalement de la société. Et on a retrouvé un petit extrait qui fait environ 5 minutes où Pierre Lhomme commente son travail. Et on va partir, j'allais dire, à la rencontre de ce qu'on appelle le cinéma vérité, c'est-à-dire un cinéma qui cherche à ne rien interposer entre la réalité et l'objectif. Et voilà ce qu'il en disait. Ça va démarrer dans quelques instants. Voilà l'équipe du Joli Mai qui est en train de préparer son matos. Alors Antoine Bonfanti avec son Perfectone, avec une nouvelle petite perchette qu'il avait mis au point pendant le tournage du Joli Mai et qui lui permettait de travailler par en dessous. Ce qui fait que les gens n'étaient pas attentifs à un micro qui se promènerait au-dessus de leur tête. Bon, là, c'est le jeune Pierre Lhomme avec une cellule photoélectrique Weston, un cadeau d'Alain Cavalier. Étienne Becker, qui était mon assistant. Les 2 caméras qui étaient synchrones avec le Perfectone étaient des KMT, qui étaient des prototypes de Coutan, qui ont servi par la suite pour générer l'éclair 16 que demandaient tous les opérateurs. Un petit film, mais qui revient sur cette notion du dispositif, de la liberté du dispositif à la recherche du cinéma vérité. Qu'est-ce que ça vous inspire rétrospectivement? Quel regard vous portez sur cette dimension un peu pionnière de la libération de la caméra, de la synchronisation de la caméra finalement au milieu du public et hors du studio? Mais en fait, ça a été toujours le grand fantasme des opérateurs et des metteurs en scène, c'est-à-dire de prendre une caméra sur l'épaule et cavaler derrière un acteur ou quelqu'un et de ne pas couper. Alors la seule chose qui est intéressante avec les caméras numériques, c'est qu'elles sont plus légères. Les caméras 16 et 35 étaient quand même toujours très lourdes, et on n'était pas émancipé, bon, ce qu'ils racontent, hein, on avait un câble entre le son et l'image, enfin bon. Voilà, mais je pense que là on parle d'une autre façon, on parle d'un autre cinéma. Pour moi c'est du cinéma documentaire. Je pense que c'est en ça que Pierre Lhomme est crédité comme metteur en scène, parce que du coup, quand on filme un documentaire, je pense qu'on le réalise à moitié, quoi. Même s'il y a un metteur en scène derrière qui a écrit le scénario et qui vous donne quand même quelques indications, mais je pense que la personne qui filme un documentaire le réalise. Et c'est vrai aussi que la question, c'est très intéressant, la question du son. Ça aussi, ça dépend des opérateurs. Moi, je sais que je déteste entendre le son, enfin de façon présente. Je me dis par contre que si la caméra est pas à un endroit, si moi je n'entends pas le son, c'est que la caméra est mal placée. C'est-à-dire si physiquement je ne suis pas capable de l'entendre, c'est que j'ai mal placé la caméra. Mais c'est vrai que là, sur la question du documentaire, c'est très important de pouvoir entendre. Mais je voudrais quand même revenir sur un point, c'est la manière dont sont filmés les visages. Et on parlait tout à l'heure des visages, dans la fiction, dans le documentaire. Est-ce que c'est peut-être un des éléments décisifs du travail finalement de direction de la photographie, de savoir capter la vérité d'un visage, et que ça soit dans le documentaire ou dans la fiction, il y a peut-être ici un point de convergence? Oui, il y a un point de convergence. Parce que
Bon, c'est mon avis, mais je pense que ce qui reste des films, c'est des visages projetés sur des grands écrans et des visages qu'on ne voit jamais dans cette grandeur-là. Enfin, quand on filme un gros plan et qu'il est projeté sur un écran comme celui-ci, ou même de plus grands écrans, enfin, il y a un engagement moral par rapport à la personne qu'on filme comme ça qui est très important. Et en ça, la photographie, c'est très important. Et que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction, on ne peut pas filmer les visages n'importe comment. Et je sais que Pierre Lhomme, par exemple, pour Cyrano de Bergerac, disait que le travail qui avait été fait là aussi pour, j'allais dire, capturer notamment les expressions de Anne Brochet, de Gérard Depardieu, avait vraiment donné au film quelque chose qui, pour lui, allait au-delà de la représentation, évidemment, théâtre de la pièce, où le spectateur dans la salle ne saisit pas, peut-être un peu plus sur les premiers rangs, mais ne saisit pas toujours ces expressions du visage, et là, tout à coup, le film apportait quelque chose d'autre. C'est peut-être ça aussi la plus-value. Oui. Et bon, là, on aborde aussi une autre question qui est la question du découpage. C'est-à-dire qu'un film, avant qu'on le fabrique, quand on a une scène à filmer, on se pose la question de savoir si on la filme en plan large, si on la filme en plan serré, pour imaginer ce que ça peut être le montage, qui est aussi, le montage étant, à mon sens, une troisième réécriture du film. La première étant le scénario, la deuxième étant le filmage et la troisième étant le montage. Et c'est vrai que, bon, voilà, ça c'est je dirais que ça c'est le savoir-faire des opérateurs sur lequel souvent les metteurs en scène interviennent peu. C'est avec quelle focale on va filmer. Si un plan serré, c'est un plan qui est serré jusqu'ici ou serré jusqu'ici. Voilà, ça c'est des choses. Et c'est des choses qu'on fait aussi dans la préparation des films. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est très important pour moi de filmer les acteurs avant le tournage. C'est-à-dire d'avoir des essais où on les met dans un studio avec des projecteurs, on les éclaire et avant de les éclairer, on les regarde. Enfin, parce que je pense que une des choses les plus importantes de notre travail, c'est de savoir regarder. Parce qu'une fois qu'on sait regarder, on voit les choses, hein. On voit comment c'est un visage, on voit comment, si les gens baissent la tête ou lèvent la tête, voilà, on voit tout un tas de choses. Et après, on doit être capable de capter ça. Et l'importance de la lumière, précisément. Est-ce que la lumière naturelle, lumière artificielle, comment on va faire un choix par rapport à une scène, par rapport à l'atmosphère d'un film? Comment ça se décide? Est-ce qu'on peut jouer avec les deux? Quel est le plaisir finalement pour un directeur de la photographie là, sur ce point? Je pense que bon, je peux pas parler des autres, encore que je pense que Pierre Lhomme fait partie de ces opérateurs. Enfin, je vois comment il filme les visages, il rééclaire toujours les visages même en lumière naturelle. Les choix se font en fonction des visages, en fonction de l'organisation aussi du tournage. C'est-à-dire souvent, on se dit, on commence par faire les plans larges parce que la lumière n'est pas très belle, et puis quand la lumière sera un peu plus basse, un peu plus douce, on fera les plans serrés. Voilà, ça se fait comme ça. Mais si en même temps, ce qu'on préfère, c'est le studio, parce que justement, on peut faire ce qu'on veut. La lumière du soleil, elle est bonne le matin et le soir. Et puis quand on se retrouve à faire des gros plans à midi et que le soleil est en hausse, et tout ça est très laid, quoi. Donc ça, c'est des choses dont il faut parler avec le metteur en scène et puis avec aussi les gens qui ont en charge de l'organisation du tournage. Alors je voudrais également qu'on aborde un point peut-être plus inattendu du travail de directeur de la photographie. Je dirais que c'est un peu un prolongement de son travail. C'est la question de la restauration des films. Alors nous avons, en accord avec Pierre Lhomme, donc décidé de projeter 4 films qui sont tous des films qui ont été récemment restaurés. Et je dis à notre grande surprise, elle n'était pas totale, mais disons qu'on s'est aperçu que, parce que les réalisateurs étaient souvent disparus, c'était Pierre Lhomme qui s'était vu confier la mission de restauration de ces films.
Et c'est un travail évidemment essentiel à la mémoire du cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cet aspect-là? Je crois que vous-même, vous avez été parfois peut-être sollicité. On est sollicité pour la restauration des films, et je dois dire que ces dernières années, le Centre national du cinéma investit énormément d'argent. Bon, c'est lié aussi à notre révolution numérique, c'est-à-dire qu'avant les films étaient conservés sur de la pellicule. Au bout de quelques années, il faut continuer de sortir des internégatifs, des positifs pour être capable de conserver ça dans de bonnes conditions. Et donc le CNC a décidé de commencer à tout numériser. Donc il y a un effort énorme pour faire ce travail, ce qui est quand même considérable. Et donc les producteurs et le CNC fait appel aux opérateurs parce qu'en fait ils ont la mémoire de comment ça a été filmé, de les défauts possibles, toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est plutôt à eux de faire la restauration plutôt qu'au metteur en scène. Et est-ce que la numérisation apporte des éléments différents par rapport à ce qu'étaient les films autrefois? Autrement dit, est-ce qu'en les numérisant, on peut corriger des petits défauts, améliorer? Oui, alors c'est ça qui est drôle. Je vous ai parlé des outils d'étalonnage qui sont devenus extrêmement performants. Donc la façon dont on numérise, c'est avec ces outils d'étalonnage. Hein. Et donc, moi je me suis rendu compte, en voyant des films restaurés, que les opérateurs en profitent pour changer les choses. Globalement, ils ne changent pas complètement l'atmosphère du film, mais ils en profitent pour corriger des défauts qu'ils ne pouvaient pas corriger à l'époque avec les outils qu'ils avaient. Et je dirais que cette importance de la restauration, elle porte, parce que peut-être qu'on peut préciser les choses, elle porte parfois sur les décolorations, elle porte parfois sur des images manquantes ou altérées. Il y a une grande variété, je dirais, des situations, parce qu'il y a des films qui ont été plus ou moins bien conservés. L'essentiel du travail quand même de restauration, c'est de réparer la pellicule, hein, qui est souvent rayée, sale, voilà. Et puis il y a aussi une grande partie du son qu'on restaure aussi. Après c'est un travail d'étalonnage, et certains metteurs en scène en profitent pour faire une version du montage qu'ils n'avaient pas pu faire au moment où le film était sorti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu à Cannes il y a quelques années une projection d'Apocalypse Now où en fait il y avait une version de je ne sais plus combien d'heures. Et donc on a profité de la restauration du film pour remonter comme à l'origine, quoi. Bon, pas de questions. Pas de questions. Bon. Oui. Je vais demander par rapport au matériel. Mais c'est un photographe. Il a le droit quand même, il fait partie du public. On voyait les caméras tout à l'heure, les éclairs, etc. Enfin, la nouvelle caméra, c'était surtout des marques françaises, allemandes, enfin, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait d'autres pays où ça s'est fait en même temps, ou est-ce que c'était surtout... J'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce qu'il y avait d'autres pays où ça se faisait en même temps, ou est-ce que c'était surtout vu que c'était des marques surtout françaises ou allemandes ou... En fait, c'est un changement qui a eu lieu en Europe et aux États-Unis à peu près à la même époque. Hein. Sur ces questions-là, il y a quelqu'un qui est très intéressant, qui s'appelle Boviala, qui est un fabricant, enfin, il est soi-disant fabricant de caméras et de machines à enregistrer le son, mais c'est un artiste absolument incroyable. Et en fait, Boviala, il travaillait avec Godard, et un jour Godard lui a dit, Godard qui voulait sortir des studios, être libre et tout ça, il lui a dit: il faut que tu m'inventes une caméra que je puisse mettre dans la boîte à gants de ma voiture. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à essayer de réfléchir à des caméras petites. Lui a continué, hein, après l'argentique, il a continué à faire ça avec des caméras numériques. Ces caméras sont très performantes. Donc je pense que ça a été... Et puis aussi ça a été un moment où le documentaire a commencé à prendre une place
importante. Beaucoup de metteurs en scène se sont mis à faire du documentaire, donc il fallait qu'ils sortent avec des caméras plus petites. Une autre, oui. On a parlé tout à l'heure de l'importance aujourd'hui de faire quelque chose de très réaliste, et justement que ce n'est pas forcément le plus important et le plus agréable, on va dire. Et du coup, j'aimerais bien savoir pour vous vraiment comment retranscrire les émotions hormis l'aspect réel, l'aspect réaliste. Quels sont les éléments qui sont vraiment qui permettent vraiment de transmettre quelque chose? Alors moi je pense que l'émotion elle se transmet par le regard, et que justement ce qu'on disait sur comment filmer un visage, comment filmer un acteur, pour moi c'est par là que ça passe. Et donc ça c'est très important. Et puis aussi la façon dont on découpe, c'est-à-dire comment on met les plans les uns après les autres, les uns avant les autres. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Oui. Moi j'avais une question. Vous avez travaillé avec plusieurs réalisateurs. Avec lequel vous avez préféré travailler et pourquoi? En fait, c'est comme ces enfants, on les aime tous. Hein. Bah ouais, je me dis. Pour différentes raisons. Pierre Lhomme le dit un peu, ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est que c'est un métier de rencontre. Hein, et que les choses se passent jamais pareil. Hein, et du coup, c'est extrêmement riche. Hein. Voilà, après... Il n'y en a pas un qui sort du lot? Sans vouloir créer des... Si, il y en a une, des polémiques qui sort du lot et qui a une fin tragique, et j'étais très attachée à elle, c'est Chantal Akerman, hein, qui était humainement une femme extraordinaire qui me manque beaucoup. Moi, je voudrais aussi vous poser une question. Le fait que vous soyez là, ça nous permet, à des novices complètement au niveau de la technologie, pour nous, un film, c'est un scénario, c'est une mise en scène, son image, mais on ne fait pas tellement attention, c'est vrai, à la photo ou à la prise de son. Et que vous êtes là, que nous parliez de votre métier, ça nous permet, nous, de voir une autre vision du film. Et alors la question que je me pose, c'est avec, bon, je viens un peu du passé aussi, moi c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais gamin, mes parents m'ont emmené voir des films muets, en noir et blanc. C'est beaucoup plus tard, quand j'étais plus vieux, je me suis dit, mais oui, il y a une différence ici entre les films noir et blanc qui ressemblaient, dont les images ressemblaient plus à des tableaux. C'est comme ça que je les vois maintenant. Mais aujourd'hui, que les enfants sont des enfants qui sont nés dans l'image, dans les jeux vidéo, dans l'ordinateur, est-ce que vous avez l'impression, vous, de devoir jouer aussi avec le regard du spectateur à qui vous faites le film? Vous le faites pour quelqu'un, pour une génération, et ils n'ont plus la même vision du monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois à mon âge, hein, aujourd'hui. Je ne vois pas le même monde et je ne vois pas les mêmes films. Si, je vois les mêmes films, mais mon regard a changé. Moi, je dirais que c'est plutôt le monde qui a changé. On filme plus les mêmes choses parce que ce qu'on a à voir devant nous n'est plus du tout ça. Et je pense aussi que bon, les générations passent et les metteurs en scène changent, et donc il y a toute une esthétique qui change de ça aussi. Voilà, quoi dire là-dessus? Je pense que il y a malgré, c'est comme les techniques, c'est-à-dire je pense que les choses changent, mais l'intelligence et le talent, c'est des choses qui restent toujours. Peu importe comment elles s'expriment. Oui, allez, ce sera la dernière question. On a parlé aussi de l'importance du médium, du support, avec les véhicules qui s'est un peu perdu avec l'arrivée du numérique du coup. Et j'aimerais savoir, sur un tournage, parce que je trouve ça vraiment très important d'avoir justement ce rapport avec le support, comment dans un tournage en numérique, on fait pour contrôler ça en fait, comment on retranscrit un peu ce rapport-là avec les écrans.
Alors, vous posez un problème très important. C'est qu'avec l'arrivée du numérique, il y a une omniprésence des écrans. Et c'est comme dans la vie. Hein. Moi, je vois, les semaines dernières, j'ai fait un documentaire avec des jeunes réalisatrices. Tout le monde a un téléphone et un écran, et tout le monde regarde à travers l'écran. Ça, c'est un truc qui a vraiment changé. Et il y a une omniprésence des écrans, et on a l'impression que cet écran dit toujours la vérité. Moi, je ne crois pas du tout à ça, et que l'écran, par moment, il nous empêche de lever le regard et de regarder ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est une des choses, moi, qui me déplaît vraiment avec le numérique, c'est l'omniprésence des écrans sur le plateau. Comme si, alors que quand on est au tournage, on est qu'à une étape de fabrication du film. On n'est pas du tout... après, il y a le montage, après, il y a l'étalonnage, voilà. Donc c'est... Et aussi, cette omniprésence des écrans, par exemple, les acteurs, ils ont tendance à venir regarder les écrans aussi et à se voir. Et moi, je pense que c'est pas du tout une bonne chose que les acteurs se voient pendant qu'ils sont en train de tourner. Il y avait une chose qui était très intéressante quand on tournait en argentique, c'est que d'abord sur le plateau, on voyait pas ce qu'on faisait. On n'avait absolument aucun contrôle de rien, et même les premières caméras, il n'y avait pas de visée réflexe. Hein. C'est-à-dire que l'opérateur qui cadrait, enfin, quand il a pu tourner sa caméra, parce que ça a mis quelques années à arriver, de pouvoir faire un panoramique, il n'avait même pas de contrôle de l'image réelle qu'il était en train de faire. Et du coup, quand apparaissait ce qu'on appelle les rushs, c'est-à-dire quand on allait au laboratoire, une fois que le film était développé, il y avait quelque chose de l'ordre de la grâce de voir apparaître ces images. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu. Alors, autre chose est arrivée. Hein, je pense que... bon, après, il faudrait dire quoi, mais autre chose est arrivée. Mais on a perdu ça. Mais je pense que ça va avec le monde, quoi. C'est-à-dire, partout, il y a des écrans. On rentre dans un café, on rentre dans un supermarché, on parle avec des gens. Voilà, il y a un truc de l'écran qui est... Waouh. Alors on arrive au terme de cette rencontre, mais on ne voulait pas terminer cette rencontre sans entendre une nouvelle fois Pierre Lhomme. Vous savez que dans une bonne demi-heure maintenant, vous sera proposée la projection donc, du Joli Mai, qui, je l'expliquais tout à l'heure, est le seul film qu'il a signé en tant que réalisateur, co-signé donc, aux côtés de Chris Marker. Et ce film, qui est un film vraiment donc, important dans l'histoire du cinéma, qui a été restauré, qui raconte, j'allais dire, l'atmosphère de toute une époque, évidemment, importante pour la France, eh bien Pierre Lhomme va vous présenter le film, ou en tout cas l'atmosphère qui entourait le tournage. On terminera donc cette rencontre avec ces quelques mots. Vous avez vu le Joli Mai, j'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez vu l'importance qu'on attachait aux autres dans ce film. Et il y a 2-3 choses que j'aimerais vous dire, en particulier que vous m'avez vu au générique comme co-réalisateur auprès de Chris Marker. Quand on a commencé ce film, et la préparation de ce film, et le tournage, je n'étais pas du tout co-réalisateur officiellement, j'étais l'opérateur. Mais il se trouve que la qualité de collaboration qu'on a réussi, Chris et moi, ont fait que Chris Marker a décidé de m'associer à sa réalisation, sans m'en prévenir. J'ai vu le montage du film terminé en sortant d'un sanatorium où j'avais passé pas mal de temps, et en allant à Paris pour vérifier la copie. Et je me suis aperçu que j'étais au générique comme co-réalisateur. En fait, Chris mettait le doigt sur quelque chose de capital, parce que, effectivement, objectivement, je peux revendiquer la co-réalisation de ce film. Parce que c'est un film où on écoute les gens, où on filme au mieux la parole.
de temps en temps on filme Paris, vous verrez, vous avez vu exactement. On rend des hommages à Giraudoux, on rend des hommages aux Parisiens. Et ce travail est le résultat d'une grande affinité entre Chris Marker et moi. C'est-à-dire que très très vite, les décisions de tournage, on n'avait pas besoin de les évoquer. On les décidait, et ensuite, si vous voulez, Chris parlait avec les gens, Chris parlait avec moi, et moi je tournais. Et on a fait comme ça, si vous voulez, un très long reportage sur Paris au mois de mai. Et c'était le mois de mai 62 ou 3, je sais pas. 62, ouais. 62. Donc c'était l'année des accords d'Évian. Et pour la première fois, c'est dit dans le générique, très brièvement, peut-être que des gens ne l'auront pas mémorisé, que c'était le premier printemps de paix depuis une quarantaine d'années. Quand on parle de guerre, on sortait, nous, des guerres coloniales, qui ont été les guerres qui ont formé ma génération. La pensée de ma génération sur notre pays, sur la politique, est née de la décolonisation, enfin du phénomène colonisation et décolonisation. Donc, vous avez sans doute, évidemment, senti tout ça dans le film. C'est un film, pour moi, qui a été une étape très importante. En premier lieu, la rencontre avec Chris Marker, que j'ai considéré comme un homme de grande qualité, d'intelligence et de chaleur humaine. Et c'est une des rencontres, j'en ai pas fait tellement, les plus importantes dans ma vie d'homme et de cinéaste. Ensuite, c'est aussi un film qui m'a permis d'être sûr que je ne m'étais pas trompé de métier, que j'avais mis le doigt sur un vrai parcours. Voilà.